partie du plateau, Robert, a une disposition particulière par rapport au nord? Non, elle n'a pas de disposition particulière. Mais disons que les premiers habitants, les Ligures, ont utilisé l'avantage qu'apportait ce plateau. L'avantage, le premier, c'est qu'il est facile à défendre. Il n'y a que 2 accès possibles, donc une fois fermés ces 2 accès, le plateau est protégé. Ensuite, il y a l'eau. L'eau qui est primordiale, qu'il était pour les animaux comme pour les gens. En troisième position, disons qu'il y a aussi une espèce de microclimat sur ce plateau qui devrait normalement être abominablement vanté les jours de Mistral. Il est qu'à quelques endroits et pas sur sa totalité. Chose curieuse. Chose curieuse parce qu'on s'en rend bien compte les jours de grand vent. Il y a des parties comme une partie nord-nord-ouest qui normalement devrait être exposée plein vent. Et là, elle se trouve totalement à l'abri. Donc, il y a forcément des courants contraires qui rejettent le Mistral sur les côtés et qui protègent cette partie-là qui justement contient les parties religieuses de nos ancêtres des Ligures, c'est-à-dire leur tombeau, leur reposoir mortuaire, les pierres relevées, qu'on ne connaît pas très bien la signification, et en même temps leur habitat sous roche, très bien protégé, très bien abrité par les vents et aussi protégé par la forêt et par une défense extrêmement facile puisqu'on se trouve sur les lèvres d'un ravin. Le vent contraire, je suppose que... Le vent contraire est provoqué lui-même par le Mistral parce qu'en s'engouffrant dans une vallée, il vient rebondir sur la montagne qui se trouve en face et repart dans l'autre sens. Là, on va descendre par ce chemin. On va accéder à la partie religieuse. Ensuite, on fera la partie habitat. Ensuite, la partie pastorale. On verra comment a été aménagé le plateau par ce grand peuple pour pouvoir élever chacun son troupeau ou des troupeaux en commun. Et la végétation, on peut la caractériser d'une végétation particulière ici? Est-ce qu'en Provence, il y avait par rapport au passé des arbres qui ont été importés, qui ne sont pas de la Provence, qui ont été importés? Qu'est-ce que c'est ces arbres, Robert, par rapport aux arbres typiques de la Provence? L'arbre typique de la Provence, c'est le pin. C'est le chêne, pardon. C'est le chêne noir. C'est le chêne qui conserve ses feuilles vertes. Ça, c'est l'arbre typique de la Provence, l'arbre méditerranéen. Ensuite, il est venu se greffer le pin qui est un arbre parasitaire pour la Provence et qui envahit nos forêts, je ne sais pas très bien à quelle époque, parce que c'est un arbre qui se reproduit très facilement et qui finit par étouffer la forêt ancestrale, c'est-à-dire la forêt de chêne. Et Robert, les roches, quel terrain on a ici, plutôt en Provence? Qu'est-ce que c'est comme terrain? Sur ce plateau, la majorité de la roche, la majorité de pierres, c'est soit du calcaire coquillé, ce qu'on appelle communément la pierre de salon ou pierre de rogne, soit comme celle-là, c'est de la pierre, c'est du safre. Alors le safre, c'est une amalgame de sable et de calcaire très serré et très compact. Alors en général, ces pierres de safre, on s'en servait pour les foyers de cheminée, parce qu'elle absorbe très bien la chaleur et la renvoie très lentement. Donc on plaçait une grosse pierre de safre au fond de l'âtre, ce qui permettait que quand la cheminée s'éteignait, la nuit, ça servait un petit peu de radiateur. D'accord, ça diffusait la chaleur, ça continue à la diffuser. Est-ce qu'on peut trouver autre chose que des balles dans les métaux? D'abord, je rappelle que le détecteur de métaux ne doit pas être utilisé, il est interdit, sans autorisation très spéciale et très peu accordée d'ailleurs par les services archéologiques. Mais je dirais on peut trouver d'autres métaux, pas forcément avec un détecteur. On y trouve un petit peu de plomb, très peu. On peut y trouver dans certains endroits un petit peu d'or, des paillettes d'or.
notamment dans les lits d'anciennes rivières qui aujourd'hui ne coulent plus, soit parce qu'elles sont captées sur une grande partie de leur longueur, soit parce que la pluviométrie ne permet plus qu'elles puissent couler toute l'année, alors le coule par intermittence, c'est ce qu'on appelle des torrents aujourd'hui. Je faisais plutôt allusion, Robert, à des structures qui ont été faites par les hommes, Alors, comme par exemple, je sais pas, des vestiges archéologiques, je ne sais pas, en métal. Des vestiges archéologiques, on en trouve. Mais en principe, c'est uniquement de la pierre. De la pierre taillée et de la poterie. Alors la poterie, on en trouve en quantité considérable, de toutes formes, quasiment de toute époque. De la pierre sculptée et taillée, notamment des galets qui peuvent être sculptés, qui ont été amenés probablement du cours d'eau avoisinant. On y trouve surtout énormément de silex, grattoirs, pointes de flèches, haches, soit haches entières ou brisées. D'ailleurs, j'ai trouvé ce matin en débroussaillant un grattoir silex de la première époque. Ça se présente sous cette forme. Celui-ci a été jeté parce que ses lèvres ont été émoussées. Alors on l'utilisait en le tenant comme ceci dans sa main. Ça permettait de gratter les peaux, gratter un outil ou un manche de bois. Enfin, C'est donc un grattoir. Ça, c'est un grattoir en silex. À l'époque, pour faire un grattoir, ils utilisaient, si j'ai bien vu... Il y avait deux façons de préparer le silex. On cassait une pierre et on les sortait en lamelles. Voilà, avec un percuteur. Avec un percuteur. Alors, le percuteur était en pierre, en général une pierre dure, pierre granitique, compacte, qu'on ramassait tout simplement dans les rivières, où elles étaient roulées dans les rivières. Alors ces percuteurs, on les prenait de telle manière qu'ils puissent bien tenir dans les mains. On le plaçait sur une pierre dure, on plaçait le bloc de silex sur une pierre dure, et avec ce percuteur, on frappait la masse de silex en suivant bien le fil de la cassure, et pour obtenir des lames de silex, qu'ensuite on pouvait retailler, soit pour en faire des couteaux, soit pour en faire des pointes de flèche, et les déchets du silex, qui eux étaient parfois assez acérés, on se servait de grattoir. D'accord, parce que je suppose, là presque, si pour un grattoir, s'il avait été entier, ça faisait une lame entière. Voilà. Ici, là, il s'est cassé, donc ils en font un grattoir. Voilà. Ok. Vers la végétation apparaît les premiers empires levés. Est-ce qu'on connaît à quoi servaient ces pierres levées? Par qui étaient-elles posées? Les spécialistes là-dessus se perdent un peu au niveau de ces pierres levées, parce que certains affirment que ce sont l'emplacement d'anciennes sépultures, d'autres affirment que c'était un système pour, comment on appelle ça, un système religieux qui pouvait avoir un rapport en calculant l'orientation des pierres avec les jours de l'année. En fait, on ne sait rien de ces pierres levées. Pierres levées qui peuvent avoir plusieurs formes différentes, ce qu'on va voir. Des choses curieuses, certaines sont très rondes, très hautes, d'autres sont petites au contraire, et peuvent être triangulaires, taillées en triangle comme taillées en rond. Et là-dessus, on se perd un peu en conjecture, il est très difficile de comprendre la signification. Et en Provence, Robert, il peut avoir plusieurs dimensions de ces pierres levées. Oui. Alors, disons que ça peut varier de 2 mètres de haut, parce que là, elles sont un peu plus à l'habitation, jusqu'à 2 mètres de haut. D'accord. On se trouve sur une esplanade qui était en demi-cercle, un mur, un demi-cercle. Au centre de cette esplanade, une grande pierre levée. Ici, plusieurs, il y en a une, deux. Celle-ci
carrées et droites, celle-ci ronde. D'autres se sont affaissées, là-bas, au côté, comme ici, là. Il faisait surtout, il délimitait un espace rond. En général, Plutôt. il y avait un espace rond, il y a un espace rond délimité. Et à l'intérieur de cet espace rond, on y plaçait les pierres relevées. À l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur, parce que tu vois le cercle est comme ça. C'est en général pratiquement un demi-cercle. C'est jamais un cercle complet. Ça date de quelle époque, ça, Robert? À mon avis, ça date d'environ 3000 ans, je pense, au début de l'installation sur le plafond. On y voit dessus d'ailleurs quelques traits. Qui peuvent donner l'impression de dessiner un crâne ou une forme effacée par le temps. Est-ce que ça pourrait être en l'honneur de certaines personnes ou plutôt quelque chose de beaucoup plus abstrait? Ça pourrait être à l'honneur de certaines personnes. Tout est possible. On n'en connaît pas du tout la signification, tout est possible. Est-ce qu'on peut dater précisément? Oui. Est-ce qu'on peut dater précisément les pierres? Est-ce que les méthodes qu'on a à notre disposition, est-ce qu'elles sont vraiment fiables? On peut dater la pierre, mais ça ne nous donnera pas qui, dans quel but elle a été placée là et dans cette position. Il est vrai aussi que les pierres elles sont là bien avant qu'on les ait placées à l'endroit où elles sont maintenant. La seule chose qu'on peut remarquer, c'est que les pierres sont parfois très grosses, donc très lourdes. Là, il y en a encore une ici. Et on peut remarquer par quel moyen ont-ils pu amener ces pierres aussi grosses, aussi lourdes, ici. Est-ce qu'il y a une carrière près d'ici? Il n'y a aucune carrière. Et justement, est-ce qu'on a un peu une idée de comment ils ont transporté ces pierres? Maintenant, on va aller en voir d'autres. Ensuite, on va aller voir un temple. Alors, les temples sont assez curieux aussi, parce qu'ils sont faits de pierres énormes, déposées les unes sur les autres. Soit c'est de grands blocs de pierre énormes, qui ont été amenés là exprès. Parce que chose curieuse, cet emplacement, on verra les deux temples, il n'existe pas de pierre, donc on les a transportés, on les a superposés, ce qui représente plusieurs tonnes. Et en haut, au sommet de la dernière pierre, on l'a creusé, on l'a évasé, pour brûler probablement des huiles, pour demander au ciel d'être clément pour les récoltes, pour demander aux dieux de protéger les habitants, que sais-je encore. Le druide officiait autour de ce monument, de ce temple. Alors soit il est placé sur un emplacement naturel, c'est-à-dire un rocher très droit et très propre, soit quand ce n'était pas possible, il dallait autour du temple. Et on verra qu'il existe encore un temple entièrement dallé. Les druides, qui étaient-ce exactement, Robert? Et si on faisait une comparaison, on dirait que le druide de l'époque est le prêtre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le prêtre représente le christianisme, la religion catholique, ou le pasteur peut représenter la religion protestante ou d'autres religions, mais le druide, lui, à l'époque, était le prêtre du village ou de l'habitat qui avait charge du culte et avait aussi en même temps charge des soins pour les malades. Il était aussi un peu le médecin, c'était le druide qui connaissait les plantes qui guérissent, les plantes qui soignent, c'était le druide qui assistait les mourants, c'était le druide qui priait au nom des hommes les dieux et le ciel pour qu'il apporte la pluie, pour qu'il apporte la clémence.
Est-ce qu'il avait une fonction éventuellement de maître dès à la naissance, ou c'était une fonction qui était réservée à certaines personnes? Ça, je ne saurais pas le dire. À l'heure actuelle, je pense qu'on ne peut pas, on ne sait pas par quel mystère le druide était élu à cette place. Mais il est fort possible que c'était l'homme de savoir. Hein. Donc cet homme de savoir, je pense que ça devait se transmettre par hérédité. Par hérédité. C'est-à-dire que le druide transmettait ses connaissances à un autre plus jeune qui, après son décès ou après le grand âge venant, ne pouvant plus officier, ben, à ce moment-là, celui auquel il avait communiqué son savoir le remplaçait. Un druide pouvait se marier? Mystère. 25.